Les États généraux de la langue picarde, organisés par l'Agence pour le picard, se sont tenus à Arras le 14 novembre 2015. La première des tables rondes s'est intéressée à l'état des lieux, 15 ans après le rapport Cerquiglini, 25 ans après le décret Valmy-Féot. Que devient le picard en France et en Belgique? La Charte européenne des langues régionales changera-t-elle la donne? J'aurais voulu parler de politique linguistique et du terme de reconnaissance. Jean-Michel Éloy est professeur émérite de sociolinguistique à l'université de Picardie Jules Verne, fondateur du LESCLAP, le laboratoire de recherche en linguistique. Ce terme de reconnaissance, je pense qu'il faut un peu s'en méfier parce que on peut reconnaître quelque chose et avoir l'intention de le détruire ou de le laisser crever. On peut reconnaître que ça existe comme une maladie de peau. Bon. Et donc, de ce point de vue-là, il suffit pas de reconnaître je picard, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, bon, il faut lui donner un statut. C'est ça l'essentiel. Et le statut symbolique, ça veut dire qu'on va faire des beaux discours en disant que la langue, c'est la langue populaire et qu'elle a sa place et qu'elle porte une culture, etc., etc. C'est important de les faire. Bon. Et puis aussi, un statut légal. Et le statut légal, en France, il n'existe pas du tout. Bon. Donc, vous voyez, il me semble que c'est ça la cible. Alors maintenant, en réalité, l'état des lieux, il y a des choses qui se font. Il y a un certain nombre de choses. La signature de la charte, on peut dire que c'est déjà quelque chose. Encore que j'ai pas beaucoup d'illusions sur ce qu'on peut faire avec la charte, puisqu'en gros, la charte, on aurait pu la ratifier depuis belle lurette sans rien changer, puisque vous savez que la charte, c'est un texte à géométrie variable, et sur chaque sujet, on choisit le minimum ou le maximum. Par exemple, instaurer à l'école des cours de picard, des cours de langue régionale, dit la charte, en ajoutant, pour le niveau le plus bas, si la demande est suffisante. Alors, qui décidera que la demande est suffisante? Une autorité administrative non débattue, si vous voulez. Bon. Donc, vous voyez, cette charte, on aurait pu lui donner une ratification et ce serait une reconnaissance symbolique. Bon. Alors, il y a des choses qui ont été faites. La Constitution a été modifiée en 2008, très curieusement d'ailleurs, pratiquement sans débat, et l'article 75.1 dit « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». Bon, ça nous fait une belle gambe. Hein, comme si ça a été si peu commenté, on a l'impression que tout le monde admet qu'il n'y a aucune conséquence à en tirer. Ah oui, oui, ça appartient au patrimoine, on reconnaît que ça appartient au patrimoine, bon. Et puis on ne fait rien. Bon. Alors en réalité, il y a des postes d'enseignement aussi. Vous savez qu'il y a 6 langues qui sont enseignées, 6 langues régionales, je veux dire, ça touche quelque chose comme 100 000 élèves, avec une baisse des postes actuellement, hein, bon. Et ça témoigne du fait que, quand il y a une forte pression, la République accorde des choses, mais s'il n'y a pas de pression, la République n'accorde rien parce qu'on lui demande rien. Bon. Donc, c'est ça que je voulais souligner. Et puis, une troisième chose, c'est que tout ne dépend pas de l'État ou des pouvoirs locaux. La question, c'est qu'est-ce que fait la société? Bon. Et de ce point de vue-là, il y a un tas de possibilités qui sont peu utilisées. Par exemple, on a parfaitement le droit de faire des publicités en langue régionale. On a parfaitement le droit de prendre la parole individuellement en public, en picard. Hein, puis que je parle français. On a parfaitement le droit à toutes les publications qu'on veut, hein, y compris des publications non littéraires, par exemple des plaquettes d'associations, hein, présentant des associations. Bon, on a parfaitement le droit de faire tout ça. Et remarquez que parmi les militants,
il y a un petit peu tout ça, mais on pourrait énormément progresser là-dessus avant même d'attendre la signature d'un accord international sur le sujet. Bon. Et donc, ce que je voulais, c'est souligner qu'il y a une sorte de démission à attendre tout des décisions du pouvoir. Bien sûr, il y a des blocages qui tiennent à des pouvoirs, mais les citoyens ont aussi un pouvoir qui s'appelle la liberté d'expression. Moi, je travaille pour la communauté française, donc c'est la partie francophone de la Belgique. C'est une des deux communautés, une des trois communautés même. Nathalie Van Velken-Huizen est directrice du service des langues régionales endogènes de la communauté française de Belgique. Donc il y a un décret qui date de 1990. Je crois que vous avez le texte dans la farde qui vous a été remise à l'entrée. Donc ce décret a 25 ans aujourd'hui. Et c'est un texte assez général par lequel, qui est assez court, il y a 3 articles, par lequel la communauté française accorde un statut officiel à ces langues sur son territoire et s'engage à les protéger. Alors c'est un décret qui n'a pas d'arrêté d'application. Donc ça c'est ce qui l'affaiblit, c'est-à-dire qu'en fait ça pose un cadre de reconnaissance officielle, mais on ne dit pas, la communauté française ne s'engage pas concrètement à adopter, à développer, à mettre en œuvre un certain nombre de mesures pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé, qui est de protéger les langues régionales. Donc ça c'est une des faiblesses de ce texte. Je dirais que ce texte a pour moi 3 avantages. Mais le premier, c'est d'accorder quand même une forme de légitimité aux langues régionales. Bon, il y avait eu tout un discours extrêmement négatif ou méprisant à l'égard des langues régionales. Le fait de jeter comme ça un coup de projecteur sur l'existence de ces langues et de les reconnaître, ça leur donne une légitimité dont je crois qu'elles ont besoin, en particulier aux yeux du grand public. Chez nous, il y a encore beaucoup de gens qui ignoraient et qui ignorent que ces langues régionales étaient les langues qui étaient majoritaires encore jusqu'avant la Deuxième Guerre mondiale, je dirais, enfin jusqu'au début, premier quart du XXe siècle, que donc c'est la langue des arrière-grands-parents de la jeunesse d'aujourd'hui. Donc ça, cet intérêt-là, je dirais, de légitimer et de jeter un coup de projecteur sur ces langues, je crois qu'il y a beaucoup de travail de sensibilisation qui doit être fait, et le fait d'avoir un décret qui a quand même qui atteint un certain niveau de pouvoir, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'institutionnalisation dont parlait la présidente de l'Agence pour le Picard. C'est-à-dire que, suite à ce décret, il y a un organe consultatif qui a été créé. C'est un comité d'experts qui est en relation directe avec le cabinet de la ministre de la Culture, puisque les langues sont des matières culturelles en Belgique. Et donc, on a un lien au politique qui est parfois assez direct et aussi qui est assez centralisé. Donc c'est pas chaque association qui doit faire une démarche. Les associations ont des représentants au sein de ce comité qui lui est en relation avec le cabinet. Et ça permet donc de mener des opérations qui ont un caractère officiel et qui sont mobilisatrices. On a parlé de la formation pour les bibliothécaires, mais il paraît assez évident que c'était pas une association en tant que telle qui pouvait la prendre en charge. Ça devait être pris en charge par l'administration, et c'est ce qui a été fait. Donc ça, c'est un point très important, je pense aussi, c'est d'avoir un organe qui a un statut officiel et qui permet quand même de mettre en œuvre une politique de façon à un niveau qui est plus élevé, avec un degré de légitimité qui est plus important, je crois, que celui d'une simple association. Et donc ça nous a permis de développer des relais, de faire des formations, en particulier pour les bibliothécaires, parce qu'on a un gros problème de diffusion de nos publications. Donc on subsidie beaucoup de publications, mais elles sont insuffisamment distribuées, elles sont insuffisamment diffusées. À partir du moment où on a des relais, que ce soit dans les librairies, parce qu'on a un réseau aussi de librairies labellisées qui s'engagent à promouvoir nos publications, on a comme ça des relais qui permettent de démultiplier l'action. Ça, c'est un autre élément, je trouve, très positif du décret. Alors, si on en vient à la charte, la Belgique, elle a été à la pointe, en fait, de la mise au point, je dirais, du texte, de l'élaboration de la charte. On avait un représentant dans le comité d'experts qui était en charge de la rédaction du document, mais la Belgique n'a jamais signé, et a fortiori ratifié, la charte européenne. Alors on peut dire, bon, ça ne fait qu'un texte de plus. Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est une légitimation supplémentaire. Je pense que ça permettrait aussi de nouveau cette forme de sensibilisation qui est très importante. Et ensuite, il y a des exemples qui sont quand même assez parlants. Si je pense par exemple au Pays de Galles, donc le Royaume-Uni a ratifié la charte en 2001. Suite à cette ratification,
on a pu développer un certain nombre de mesures, notamment en matière d'enseignement et dans les médias, qui me semblent vraiment les deux canaux essentiels si on veut faire du bon travail. Et donc, en fait, le nombre de locuteurs entre 5 et 14 ans au Pays de Galles est passé de 20 à 40% de la population depuis le moment donc, où on a ratifié la charte, c'est-à-dire en gros entre 2002 et 2010. Donc, on a eu une avancée très significative qui nous a été expliquée par une dame qui travaille à l'Office du Gallois qui s'appelle Nia Léluis. Donc, je pense que tout dépend de la manière dont l'État et dont les citoyens, et là je rejoins tout à fait ce que disait Jean-Michel, s'approprient ce texte. C'est-à-dire qu'en effet, on dit « Ah ben on va prendre des mesures s'il y a une demande suffisante ». Je ne trouve pas que ce soit complètement insensé. C'est-à-dire il faut savoir pour qui on travaille. Est-ce que effectivement ce que nous proposons rencontre les attentes d'un public et du jeune public? Ça me semble une question tout à fait essentielle. Et en Belgique, francophone, il y a vraiment un déficit de militantisme. Quand on a contacté des inspecteurs de l'enseignement pour proposer des formations, on nous a dit à quelle demande sociétale ou à quelle demande citoyenne cela répond-il? Est-ce que les parents sont de votre côté? Alors les textes peuvent aider, parce que les textes vont donner aux enseignants notamment des outils pour dire ben si, regardez, c'est une idée européenne, c'est pas une espèce de fantaisie qu'on a nous dans notre petite région, pas du tout, et on peut faire référence aussi à l'UNESCO, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des textes pour que cette action soit légitimée, mais il faut que les citoyens se les approprient. Je suis d'accord, à la fois d'accord et pas d'accord avec Jean-Michel. Oui, on a un déficit de militantisme, rien ne nous interdirait de publier en picard. Olivier Angelard est directeur de l'Agence pour le Picard. Rien ne nous interdit, on est autorisé à tout. Sauf que tant que dans l'opinion publique, c'est du patois, c'est du français déformé, c'est du mal parlé, qu'on n'a pas mis un mot sur la langue, ça sera compliqué d'avoir une légitimité publique. Ça sera compliqué de dire à des parents, on apprend à votre enfant quelque chose qui est voilà, du français déformé ou du patois. Donc on a quand même besoin, enfin moi je considère dans notre travail quotidien, on a vraiment besoin de cette légitimation qu'on n'a pas réellement encore aujourd'hui. Tout ce qu'on a, c'est un rapport en vue de la ratification, enfin de la signature d'une charte qui n'est pas ratifiée et qui a au moins ce mérite de mettre un mot sur une langue, de l'appeler le picard. Je vais glisser sur le Nord-Pas-de-Calais en sachant que dans le Nord-Pas-de-Calais, le mot picard est quand même assez peu répandu. C'est quand même ceux qui savent que c'est du picard, et souvent on n'a pas besoin de les convaincre. Mais dans l'énorme majorité de l'opinion, on parle du ch'ti, on parle du patois, on ne sait même pas de quoi on parle. Et ça, c'est comme notre gros problème aujourd'hui. Alors, pour glisser justement sur la question Picardie, Nord-Pas-de-Calais, en Picardie, c'est plus facile, on est en Picardie. Déjà, par Picard, c'est évident. C'est évident. Nord-Pas-de-Calais, du coup, ça soulève d'autres problèmes. Nord-Pas-de-Calais n'a pas un nom qui ne veut pas dire grand-chose non plus. N'a pas un nom historique, n'a pas un nom patrimonial, un nom, voilà, une direction et puis un bras de mer. C'est ça. On voit quand même la différence là, déjà entre les deux régions au point de vue de l'appellation et au point de vue de la reconnaissance même de l'identité. Ensuite, en Picardie comme en Nord-Pas-de-Calais, il n'y a pas plus de reconnaissance du Picard. La région Picardie n'a jamais reconnu le Picard. Il n'y a pas d'acte politique de reconnaissance du Picard. Ça a été demandé par quelques militants. Ça n'a jamais abouti à arriver jusqu'à un vote. En Nord-Pas-de-Calais, il y a eu une tentative qui est passée par nos amis flamands de faire reconnaître, nos amis flamands de France, je le dis pour Nadine, de faire reconnaître les langues régionales du Nord-Pas-de-Calais. Il y a un conseiller régional écolo, tu te rappelles de son nom? Bon, enfin bref, il y a eu plusieurs tentatives et qui n'ont pas abouti. Là, il y a eu des votes contre, mais au moins il y a eu un vote. En Picardie, la question n'a pas été débattue. La grosse différence, c'est qu'en Picardie, depuis le début des années 90, il y a une politique en faveur de l'identité régionale. Et que dans cette politique en faveur de l'identité régionale, la langue picarde est prise en compte. C'est un peu comme ça qu'on est rentré en Picardie dans une politique publique. Après, cette politique publique, ce que je voulais dire, c'est que est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle sert à quelque chose? Oui, quand même, parce qu'on a quand même, au sein de l'agence et avant, au sein de l'Office culturel régional de Picardie, c'est un peu valable aussi pour Nadine, on est payé. On est payé pour faire la promotion d'une langue, et on le fait en permanence. C'est-à-dire que là, pour le coup, on n'attend ni le militantisme, qui est bien présent, le militantisme est quotidien, mais les militants peuvent s'arrêter demain s'ils veulent. Ils peuvent s'arrêter, ils peuvent tomber malades. Nous, on a des postes qui, pour l'instant, existent, donc on est obligé de faire. Et on
le fait avec plaisir, on le fait aussi avec militantisme, hein, je pense, mais on a des projets qu'on mène à bien, et qu'on mène à bien dans tous les cas, même si derrière, il n'y a pas forcément une volonté associative personnelle. Et ça, je crois que c'est quand même ce qui fait une grosse différence, et on peut explorer d'autres pistes, et on peut avoir de nombreux partenaires, et on peut être interlocuteur, et là on a besoin de la reconnaissance. Voilà. Bon, je ne vais pas la faire trop long, je vais passer la parole à Alain, mais j'espère que j'ai bien essayé de faire comprendre le rapport entre la reconnaissance, la possibilité ensuite, une fois qu'on a cette reconnaissance, de toucher de nouveaux publics. Par contre, on n'a pas, quand même, je voudrais quand même dire ça, on n'a pas de reconnaissance volontairement politique qui pourrait se manifester par des mesures concrètes, un peu comme, je pense, avec la communauté française. Je vais vous donner un exemple très simple, peut-être pour alimenter les propositions. Les conseils régionaux ont des conventions avec des tas d'établissements culturels. Bon, à Amiens, la Comédie de Picardie est un établissement théâtre financé essentiellement par la région Picardie, peut-être aussi par la DRAC. Qu'est-ce qui empêcherait la région Picardie, dans la convention qui la lie avec le théâtre de la Comédie de Picardie, de demander est-ce qu'il y a un pourcentage de spectacles en Picard? Ça ne coûterait pas plus cher à la région Picardie. Il y aurait toujours, je ne sais pas moi, 20 pièces par an, mais il y en aurait peut-être une ou deux en Picard. Et ça c'est des choses qu'aujourd'hui, on n'a pas. Donc la reconnaissance politique reste au stade patrimonial, ne va pas dans le domaine de la création culturelle. Ça manque un peu quand même de volontarisme. Et ça changerait peut-être des choses au niveau de l'appréciation du public. Si on était à la Comédie de Picardie, on ne serait plus dans du théâtre patoisant, entre guillemets. Est-ce que l'Agence pour le Picard a fait des tentatives de rapprochement auprès de la région Nord-Pas-de-Calais, même si elle est subventionnée par la région Picardie? Est-ce que tu as essayé de frapper aux portes en disant bah, écoutez, je vous propose l'ICOS? Pas par le biais de l'Agence par le Picard, un peu par le biais d'un centre. Peut-être que, je ne sais pas si Alain pourra peut-être en parler. On a essayé à un moment, ça n'a jamais été bien loin. Après, par le biais de la Picardie, je ne sais pas si certains y étaient, mais on a monté des journées interrégionales du Picard en 2005, 2006, 2007, hein, une fois dans le Nord, à Saint-Amand-les-Eaux, une fois en Picardie au Conseil régional, une fois à Tournai, en Belgique. Et suite à ces journées, a priori, il y a dû y avoir des contacts. En tout cas, on a eu des promesses de contacts de la part d'élus du Conseil régional de Picardie. Moi, je n'ai pas vu les choses bouger. Voilà. Après, je crois que dans le Nord-Pas-de-Calais, cette question, mais je pense qu'Alain en parlera peut-être mieux que moi, il y a vraiment une question d'image de la langue, et autant en Picardie, le Picard n'a pas une image négative, même si on ne saute pas de joie au Conseil régional hein, quand on parle du Picard. Mais enfin, ça a une image patrimoniale un peu quand même comme les cathédrales peuvent l'avoir, on est dans le patrimoine. Autant en Nord-Pas-de-Calais, il y a une question quand même de passé industriel qui me semble coller à la langue et qui est probablement pour l'actuelle majorité peut-être un problème. Parler du Picard dans le Nord-Pas-de-Calais, alors là, ça va être extrêmement compliqué. Alain Dawson est chargé de mission au Conseil économique et social du Nord-Pas-de-Calais, traducteur d'Astérix et du Petit Nicolas en Picard, auteur des méthodes assimiles du Picard et du ch'timi de poche. Je voudrais revenir sur un certain nombre de choses. D'abord, entre-temps, je me suis souvenu du nom du conseiller régional qui avait porté cette motion. C'était Serge Coronado, vert, ELV, et la motion était portée également par le Front de gauche. Tu as oublié de préciser que cette motion a été votée et rejetée. C'est-à-dire que le vote a eu lieu et ça a été un vote négatif, ce qui n'est pas forcément extrêmement fréquent. On peut également préciser que les partis, les groupes qui ont voté contre l'adoption de cette motion, c'était les socialistes et leurs alliés, et le Front National. C'était une alliance assez curieuse sur ce sujet. Donc voilà, comme quoi le sujet du Picard en Nord-Pas-de-Calais provoque des réactions bizarres. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Des réactions tout à fait déraisonnables, la plupart du temps. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le Picard dans le Nord-Pas-de-Calais? Je voudrais encore revenir sur un point avant
tenter une explication. Quel suspense. Le point sur lequel je voudrais revenir, c'est le point de l'inscription du picard dans une liste des langues de France, la fameuse liste Cerquilini, dont nous sommes tous très fiers et dont nous disons, bon ben voilà, ça a été quand même un point extrêmement positif, et maintenant il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à ratifier, puisque une fois que ça sera ratifié, c'est bon, on sera dans la charte, entre guillemets. J'ai peur que ça soit pas aussi simple. On a parlé il y a quelque temps d'un rapport, le rapport Caron, fait à la demande de la ministre de la Culture de l'époque, Philippe Petty. Ce rapport dit, alors il est là pour mettre à jour la liste des langues, la fameuse liste Cerquilini, des 75 langues de France, et le rapport dit sans détour que oui, toutes les langues sont égales, on veut bien, mais enfin il y en a quand même qui sont plus égales que les autres, et en tout cas celles qui sont le moins égales, c'est les langues d'Ouïl. Donc le picard, vous êtes prié de rester à votre place, c'est-à-dire essentiellement dans les cours de français, puisque comme ça chacun sait, le picard, comme les autres langues d'Ouïl, c'est du français déformé. Il compte pour un mec qui s'appelle Caron. Accessoirement. On en est là, officiellement on en est là. Autre source d'inquiétude sur le picard et la charte régionale des langues régionales, vous savez probablement pas que cette charte a été soumise à une consultation il y a quelques semaines sur le site du ministère de la Justice. Enfin, pas la charte elle-même, mais en tout cas le projet de loi constitutionnel visant à autoriser sa ratification. Alors, c'est passé totalement inaperçu, et de toute façon, c'était une consultation totalement bidon, puisque n'importe qui pouvait signer 50 000 fois s'il le voulait, en disant oui, on veut de la charte, ou bien non, on veut surtout pas de la charte. Voilà. D'ailleurs, on n'a eu aucun résultat de cette consultation, elle était vraiment là pour amuser la galerie, probablement. Enfin, c'est pas pour ça que j'en parle, c'est surtout pour dire que la page internet qui introduisait cette consultation disait que si la charte était ratifiée, l'État demanderait aux collectivités territoriales de se prononcer sur l'inscription ou pas de la langue sur leur territoire, ou des langues présentes sur leur territoire, dans les mesures, au titre des mesures qui seraient prises pour cette charte. Autrement dit, on va demander au conseil régional futur Nord-Pas-de-Calais-Picardie de dire si il accepte que le Picard bénéficie des mesures pour les langues régionales, sachant que le Picard lui-même confère rapport Caron et du français déformé et ne mérite que quelques minutes en cours de français. Voilà. Si on avait gardé le conseil régional de Picardie d'un côté et le conseil régional Nord-Pas-de-Calais d'un autre côté, je suis à peu près certain que l'un aurait voté pour, l'autre aurait voté contre. Bon, mais alors maintenant on a une grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, l'avenir le dira. On ne peut pas être extrêmement optimiste. Alors pourquoi? J'en reviens à la question. On ne peut pas être extrêmement optimiste. Bah oui, c'est sûr que dans le Nord-Pas-de-Calais, l'ambiance, c'est quand même que, non, on n'a pas de langue régionale. Si, peut-être le flamand. On a le flamand, oui. Mais une langue régionale, laquelle, dans le Nord-Pas-de-Calais, on a un patois. On a un patois, on a du ch'ti. Le ch'ti, c'est pas une langue. Enfin, vous avez déjà entendu l'expression langue ch'ti? Non, par définition, le ch'ti n'est pas une langue. Alors nous, on essaie de ramer en disant, oui, mais attention, le ch'ti, c'est une dénomination, puis il faut essayer de passer à la vraie dénomination qui serait le picard, parce que là, ça fait plus sérieux. Et là, on nous rétorque, mais non, mais le picard, c'est en Picardie, c'est pas chez nous. Vous savez pas ce que vous dites. Voilà, c'est extrêmement compliqué. Alors, pourquoi? Alors, quand on essaie de faire parler les élus, on se rend bien vite compte qu'il y a une espèce de blocage psychologique. On a des gens qui sont souvent, qui viennent de la région, qui sont fils de mineurs, etc. Mais justement parce qu'ils sont fils de mineurs, leur mouvement, leur progression sociale a été de rejeter
leur patois pour s'élever dans l'échelle sociale et arriver là où ils en sont actuellement. Et l'idée générale, c'est de dire que tout le monde doit faire pareil, qu'il faut surtout écarter ce passé minier, écarter tout ce qui va avec, et écarter la langue qui va avec, surtout pour atteindre le nirvana de la grande culture. Nous sommes une grande région culturelle, le Nord-Pas-de-Calais, je veux dire. Nous sommes une grande région culturelle avec un orchestre national de Lille, avec des théâtres tous mieux dotés les uns que les autres. C'est ça la culture. On a le Louvre-Lens, voilà, c'est ça la culture. Quand vous interrogez les élus en charge de la culture au conseil régional, c'est ça qu'on vous répond. Et on ne vous le dit pas parce qu'on est poli avec vous, mais le patois, non, c'est pas de la culture. Enfin, Martine Aubry nous l'a dit en 2004, quand on a demandé est-ce qu'il y ait du Picard dans les manifestations de l'île capitale européenne de la culture. Non, c'est pas notre conception de la culture. Ah non, effectivement, c'est pas votre conception de la culture. Voilà, c'est difficile à faire passer cette idée. Que il y a une culture régionale, ou alors on nous rétorque que oui, mais attention, en pleine, il y a des risques de communautarisme. Donc on va pas favoriser le communautarisme. C'est aussi une position fréquente chez les élus de gauche en particulier. Voilà, on doit se battre contre ça, c'est extrêmement difficile. Et voilà, je peux vous dire que dans les discussions qu'il y a eu sur la future région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, l'idée d'une prise en compte du Picard, elle n'est pas extrêmement populaire dans les gens qui préparent les futures décisions. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça va donner, hein. J'ai pas la réponse. Ça, on aura l'occasion d'en parler dans une table ronde, justement, sur la fusion des régions. Mais donc, tu parlais donc d'une espèce de sentiment de honte. Alors moi, je dirais plutôt qu'on est entre deux extrêmes. Il y a ce sentiment de honte d'un côté, et de l'autre, le folklore. Le Picard, le patois, c'est folklorique. On a du mal à se démarquer aussi de cet état d'esprit. Je voulais rebondir sur le fait que le droit de parler, comme disait Jean-Michel, c'est vrai qu'on l'a, et ça va même plus loin, puisqu'on a même le droit d'utiliser aussi le Picard dans des actes officiels. J'en ai moi-même la preuve, puisque mon contrat de mariage a été rédigé pour une part en Picard. Quand j'ai demandé à mon notaire, mais attends, est-ce que ça va être reconnu officiellement? Il m'a répondu oui. Tant qu'il y a des témoins qui sont encore capables de traduire, on peut mettre n'importe quelle langue dans un contrat officiel. Bon, donc ça va plus loin que le droit de parler. Je voulais aussi rappeler, c'est qu'il y a quand même quelques semaines, lorsque cette charte a été évoquée au Sénat, le Sénat non seulement n'a pas voulu en débattre, mais avant même d'en débattre, a décidé de ne pas en débattre. Bon, je me trouvais à la radio ce jour-là et j'ai donc fait du direct en compagnie de M. Poquet, sénateur du Nord, qui était venu exprès pour ça, où j'ai quand même insisté sur le fait que cette réaction des hommes politiques, elle est quand même assez bizarre. C'est le fait de ne même pas vouloir en débattre. Voter pour dire on ne va pas en débattre. Alors, effectivement, je pense que derrière ça, il y a une idée politique, mais est-ce qu'il faut mettre ces idées politiques en avant ou est-ce qu'il faut vraiment défendre quelque chose qui est vraiment un patrimoine et quelque chose d'important? Olivier parlait des actions qui ont été faites. Ben oui, on a tous essayé. Moi, je me souviens qu'un jour, Olivier, je t'ai invité à la maison où j'avais invité un certain nombre de politiques du coin pour essayer de faire passer le message. Alors, tout le monde a bien mangé, tout le monde a bien bu, et effectivement, on a dit, c'est vrai, c'est une belle idée, il faudrait faire quelque chose. Il y a combien de temps, ça? On m'a répondu que le Nord-Pas-de-Calais était une grande région de culture. Ouais. Voilà, je me rappelle très bien. Bon, voilà, je vais dire, il y a donc une volonté de ne pas faire.
Effectivement, Alain parlait de ce fait que Picard, ce mot Picard, oui, mais les Picards, c'est pas chez nous. Les Picards, c'est en Picardie. Et je dirais même que ça va plus loin que ça. Parce que lorsqu'on va dans certaines régions, la région des Mines, la région de Boulogne, la région de Saint-Omer, même les gens de village en village vous diront, oui, mais le patois, c'est pas le même que nous autres. Même au niveau je vais dire, de villages ou même de quartiers dans les villes. Parce qu'on sait très bien que, par exemple, à Lille, eh ben, il y a le patois du Moulin, il y a le patois de Oisem, et puis il y a le patois de Saint-Sauveur. Et il y a cette volonté depuis toujours de se démarquer de la communauté voisine et de se reconnaître dans sa petite communauté. Et c'est là où ce serait quand même important, non pas de demander s'il y a suffisamment de monde pour pouvoir faire quelque chose, c'est de faire prendre conscience aux gens que cette langue a une histoire. Et moi, à chaque fois que j'ai fait des conférences, les gens étaient étonnés, par exemple, qu'on retrouve des mots latins dans le patois. Parce qu'ils ne savaient pas que l'issue, ça remontait quasiment à l'invasion de Jules César. Et cet enseignement de l'histoire de notre langue, je pense qu'elle est nécessaire pour que les gens comprennent bien que ce n'est pas du mauvais français déformé, que ce n'est pas non plus l'influence espagnole qui a fait qu'on a des mots qui ressemblent à l'espagnol, mais tout simplement que ce sont de langues d'origine latine. Et ça, il faut le faire passer, il faut le faire savoir, et on ne peut le faire savoir que en l'enseignant dans les écoles. Voilà, je pense que... Par contre, aussi, j'ai quelque chose à ajouter quand même, c'est qu'à une certaine époque, lorsque M. Mauroy a cédé le pouvoir de Lille à Martine Aubry, il avait organisé une fête à la salle Sébastopol, et il nous avait fait venir dans un spectacle qu'on faisait à l'époque en patois. Et à l'issue de ce spectacle, ils sont venus nous trouver dans les coulisses. Et évidemment, Pierre Mauroy me dit « José, toujours égal à toi-même, c'est bien. Par contre, Martine Aubry me dit « C'est sûrement bien ce que vous faites, mais j'ai rien compris. » Ce à quoi je lui ai répondu « Pour se faire élire dans un pays, il faudra peut-être apprendre la langue des indigènes. » Et elle m'en veut encore. Pierre Mauroy était aussi de ceux qui ont voulu démembrer la Picardie. La fleur de brun. Trois petites choses. Le premier, c'est que un contrat de mariage, il n'est point un Picard parce que je viens d'adopter la communauté universelle avec une femme. Et ça, c'est obligatoirement en français. Deuxième petite chose, je ne suis pas convaincu qu'un message qui passe comme le tien, évidemment, il porte. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit ça qui porte plus. Tu sais, de Bienvenue chez les Ch'tis, on ne retient pas qu'à un moment, Danny Boone dit Picard et Ch'tis, c'est cousins. On a retenu toute la gaudriole autour, tout le folklore, comme tu disais, qui est un mauvais folklore, hein, parce qu'il y a aussi du bon folklore qui peut servir la langue, mais on ne l'a pas retenu que, effectivement, le Ch'ti et le Picard, c'est la même chose. Alors, plus sérieusement sur la ratification, je rappelle qu'il y a déjà eu des tentatives de ratification. Lors d'une première tentative par nos politiciens, le Conseil constitutionnel, qui était à l'époque présidé par Yves Guéna, d'ailleurs c'est un droit qui s'est arrogé, s'est auto-saisi de la chose en disant oui, mais c'est pas légal, c'est pas constitutionnel. Depuis, on a modifié la Constitution, donc l'article 75 alinéa 1, les langues régionales font partie du patrimoine de la France. Le président actuel du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, que moi j'ai interrogé en public, enfin je lui ai posé la question en public de son opinion à lui en tant que président du Conseil constitutionnel sur une éventuelle ratification de la langue, a botté en touche, non sans laisser entendre que pour lui, cette modification de la Constitution n'autorisait pas pour autant la ratification. C'est-à-dire que juridiquement, dans son esprit à lui, il est quand même président du Conseil constitutionnel, effectivement, on range les langues régionales en termes de patrimoine, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais que ce n'est pas pour autant qu'on peut ratifier cette charte. Donc, la vraie question à se poser n'est pas seulement celle du débat parlementaire, elle est celle aussi demain de la réflexion des pseudo-sages du Conseil constitutionnel, qui diront si oui ou non
cette ratification est constitutionnelle. Et dans l'état actuel des choses, l'article 75 alinéa 1, à mon sens, n'est pas suffisant pour s'assurer d'une réponse positive dans ce cas-là. Qui voulait s'exprimer? Oui, moi je voulais revenir sur la différence entre les langues de France et les langues d'Oï, pour revenir sur ce que tu avais dit, Jean-Michel. Moi j'étais la semaine dernière à DPLO, la réunion annuelle et nationale de toutes les langues d'Oï à Paris. Et donc, bon, le constat global de toutes les langues d'Oï n'est pas très florissant. Mais surtout, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai appris par les Bretons que, alors que la Bretagne a reconnu que sa région avait deux langues, hein, donc le breton et le gallo, j'ai appris donc à cette réunion que sur 7 millions d'euros qui étaient versés à la Bretagne pour ces langues, en fin de compte, il n'y avait que 10% pour le gallo. Voilà, donc, ce qui prouve que la langue d'Oï, elle est largement un ton en dessous et que c'est pas simplement sur la langue picarde. Je voulais juste vous rappeler ça. Je voulais revenir aussi sur les compétences. Effectivement, on pourrait imaginer qu'il suffirait, et ça tu sais bien qu'on en a souvent parlé avec Olivier par rapport au Beauvaisis. Moi j'ai toujours été horrifié de savoir qu'on n'avait pas notre place au théâtre du Beauvaisis, par exemple, d'ailleurs, alors que dans le fond il est subventionné par le Conseil régional de Picardie et qu'il pourrait simplement y avoir une demande du Conseil régional de Picardie à ce dit théâtre, puisqu'il le subventionne, de dire bon, on vous subventionne, d'accord, mais il y a quand même un minimum à faire. Je rappelle que dans les festivals que l'on organise, et j'y reviendrai tout à l'heure cet après-midi quand j'aurai la parole, mais on organise quand même dans le Beauvaisis un festival des webs depuis 11 ans. Quand on interpelle les communautés de communes, on a toujours droit au fait qu'ils n'ont pas les compétences culturelles. Alors moi maintenant je suis grillé à ces gens-là, parce que chaque fois que je les vois, les politiques, là, je ne peux pas m'empêcher de prendre la parole. Or c'est marrant parce que ces communautés de communes, elles n'ont pas les compétences culturelles pour financer un festival picard, mais elles ont par contre suffisamment de compétences culturelles pour signer des chartes, pour signer des conventions avec ces 10 théâtres, pour qu'ils fassent des spectacles déportés dans les petites communes. Voilà, donc ça a été une de mes revendications, d'ailleurs, qui a mené, puisqu'on a touché 300 ou 400 balles, 400 euros. La dernière fois, ce qui était miraculeux, parce que ça ne nous est jamais arrivé. Bon, voilà. Mais comme quoi, il y a des concessions bizarres de la culture. Et enfin, pour terminer, vous savez qu'à chaque fois que je viens chanter dans le Nord, ou en Belgique avec le groupe Acheteur, j'en mets toujours une louche pour Martine Aubry, en disant qu'elle ouvre sa capitale à toutes les cultures du monde, sauf à la sienne. Donc, effectivement, on peut se poser la question si c'est vraiment la sienne. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est que j'étais hier à l'université d'Arras avec Sophie Leterrier, qui faisait donc une convention sur la chanson. Donc, comme on parlait de Béranger, vous savez que beaucoup de chansons picardes sont sur des airs de Béranger, donc j'étais intéressé. Et alors, ce qui est quand même incroyable, enfin, je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi d'ailleurs, mais c'est que depuis Brûle-Maison, et moi je considère Brûle-Maison comme l'inventeur de la chanson réaliste dans le nord de la France, il est sorti des trouvères, ce type-là. C'est notre chanteur français, enfin notre chanteur picard, qui découvre la chanson réaliste. Depuis Brûle-Maison, si vous regardez tout le patrimoine de la chanson de Lille, Roubaix, Tourcoing, mais c'est incroyable, c'est monstrueux, on ne peut pas imaginer. J'ai collecté à ce jour 5600 chansons picardes dans tout le nord de la France. Mais c'est une broutille, je suis sûr que si j'arrivais jusqu'au bout, c'est 5000 chansons rien que dans la région lilloise, Roubaix, Tourcoing. Donc si Martine Aubry se pose des questions encore sur cette langue, il suffit simplement qu'elle ouvre la porte de n'importe quelle bibliothèque, archive, et qu'elle tape langue picarde, elle comprendra que toute l'histoire des gens, des rues, des commerces, de la vie ouvrière, de l'industrie, de sa région, depuis Brûle-Maison, 1748, 1678, 1740, excusez-moi, je ne me souviens plus de la date. Donc depuis cette époque, on écrit toute l'histoire de cette région en picard. Voilà, c'est clair. Bon, après, il suffit d'ouvrir la porte de la librairie pour aller constater. Voilà. Je voulais simplement rappeler, parce qu'on n'a pas évoqué, me semble-t-il, la venue de Julie Auger à Valenciennes, et qu'à cette occasion-là, nous avons pu organiser une soirée avec un contact et tout un échange avec l'université, la fac de lettres de Valenciennes. Et je crois, ce soir-là, des témoins
qui ont assisté étaient là. On a eu un échange qui a été très valable et l'université nous avait même offert l'hospitalité puisque la soirée a eu lieu à l'université. Oui, on a beaucoup parlé de la Constitution qui n'est pas non plus traduite en picard pour le moment et d'un certain nombre d'autres autorités. Je pense qu'il y a eu un seul élément véritable dans l'histoire de la France de la reconnaissance du picard, c'est la venue à 3 reprises au moins de la Vierge Marie à la fin du XIIe siècle à Arras, qui a fait 3 fois le déplacement de façon tout à fait remarquable, avec beaucoup d'insistance. Toute plaisanterie mise à part, je pense que si on reprend cette époque où elle impose un scripta picard, mais aussi que les groupements qui sont constitués autour de cette chandelle miraculeuse regroupent obligatoirement les bourgeois et les jongleurs. Et elle revient une fois d'ailleurs pour en virer un noble qui tente de prendre le pouvoir dans cette carité. Je signalerai au passage que ça traduit aussi un développement économique, est-ce que c'est pas sans rapport avec l'économie de la région à un certain nombre de moments, et que c'est les villes marchandes qui s'en emparent de la scripta picarde et qui la portent y compris en Belgique, et y compris en Belgique néerlandophone, où des villes comme Gand et comme Bruges adoptent la chose comme seconde langue et comme langue de culture à côté de leur langue habituelle. Voilà, je pense que c'est quand même ces forces et ces espèces de mouvements, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui est étonnant, c'est la façon dont on n'arrive pas à nommer et à se nommer. Et je pense qu'un des problèmes de cette région sur lequel on aura peut-être à parler tout à l'heure, c'est comment on a envie de se nommer dans cette région. Quelle espèce de nom infâme 3 technocrates vont nous sortir un de ces jours comme insanité du genre Haute-France, Haute je sais pas quoi, un truc comme ça. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on a à dire? Est-ce qu'on regarde passer le train ou est-ce qu'on a quelque chose à dire sur cette question? C'est peut-être le problème. Quand cessera-t-on de baisser la tête? Qui m'agace profondément. Je vais vous expliquer pourquoi. J'étais étudiant en histoire-géographie, 1% des fils d'ouvriers de l'université de Lille à l'époque. Fils de mineurs, enfin, ouvriers de Lille. Et c'était l'époque heureuse de la rue Angely à Lille, où on pouvait aller à tous les cours. Il y avait quelqu'un qu'on a nommé tout à l'heure et que j'aime beaucoup, et qui vit encore, heureusement, qui s'appelait Fernand Carton, et qui faisait des cours. Et j'allais à ces cours. C'était pas comme un cursus, mais j'allais à ces cours. J'écoutais avec admiration ce qu'il pouvait raconter, c'était un monsieur extraordinaire. Et un jour, tout timide, avec mes 20 ans, je l'ai trouvé Fernand, puis je dis Fernand, écoutez monsieur, je vais vous le dire, moi quand je suis fils d'ouvrier, quand je parle pas de toi chez moi, ma mère me dit, t'étais ma garçon, je ne suis pas beau de parler comme toi. Alors je vous demande simplement de retenir ça. Et il faut bien y penser. Fernand m'a dit, coach, professeur d'université. Et coach, quand cette mère elle dira comme ça, il dira, c'est comme si quand des autres Italiens n'étaient pas français. Merci, Gérard. Ouais, ben, bonjour déjà. Je vous redire à tous, bon, ben, je suis du Nord. Hein, parce que ma père est né au nord de Sicile, ma mère au nord de la Vénétie, et moi, je suis né à Monaco. Ici, je suis dans le nord de Monaco. Chez la maternité Monaco, dans le nord de Valenciennes. Alors, je voudrais rappeler à ces gens qui sont ben, importants là-bas, et qui ont oublié de dire une chose capitale concernant le patois. Eh ben, il faut se rappeler qu'à la Révolution française, l'abbé, je ne me rappelle plus le nom, mais voilà, il a dit qu'il fallait éradiquer les patois. Et il faisait tellement bien que dans le sud de la France, il a voulu éradiquer les patois parlés à Nice.
Et à ce moment-là, je tourne l'italien. Vous allez me dire que quand même, je suis un drôle d'affaire. Alors, ça aussi, c'est ancré pendant des siècles et des siècles dans la tête des gens du Nord-Pas-de-Calais. Alors, mais je voudrais rappeler à tous les artistes et tous les écrivains qui sont ici, eh ben, déjà, comment je pas dire si on fait du spectacle ou des écritures, on dira, on va vous parler en ch'ti, mais je vous rappelle que le ch'ti, ou ben, le patois, surtout pas le patois, mais le ch'ti, eh ben, ça s'appelle du picard. Et c'est tellement vrai qu'à Valenciennes, il y a Jean Dauby qui a fait un lexique et il a baptisé ça lexique du Rouchy, picard du Valenciennois. Vous m'avez écouté, terre tous, et je vous en remercie. À tout à l'heure.